Mes chers collègues, Madame la rapporteure, Madame et Messieurs, notre commission d'enquête sur la pénurie de médicaments et les choix d'industrie pharmaceutique française poursuit ses travaux par l'audition conjointe de plusieurs syndicats et représentants de médecins. L'audition de l'Académie de médecine, du Conseil national de l'ordre des médecins et de l'intersyndicale nationale des praticiens d'exercice hospitalier nous avait permis, le mois dernier, de recueillir le témoignage des prescripteurs sur les phénomènes de pénurie. Parce que les médecins sont en première ligne face aux difficultés d'approvisionnement, il nous a toutefois semblé indispensable d'entendre plus largement aujourd'hui leurs représentants. Les pénuries de médicaments affectent en effet largement l'exercice médical, comme ça nous l'a été confirmé dans les auditions précédentes. Lors de leur audition, l'Académie et le Conseil national de l'ordre ont particulièrement insisté sur le manque d'information des médecins, la perte de confiance des patients, la difficulté d'adapter les stratégies thérapeutiques et les risques iatrogéniques ou de surdosage induits. En outre, s'ajoutent à cette liste de retards de prise en charge thérapeutique, voire pour certains de renoncement. Ces éléments ont un coût au sens propre comme au sens figuré pour la santé publique et celle des patients. Enfin, on parle de médicaments en pénurie, bien évidemment, et sous-tendu la question des contingentements qui reste aussi un sujet qui n'est pas négligeable dans l'exercice quotidien. Ainsi que nous attendons de vous aussi la mesure de l'ensemble des difficultés, notamment le temps médical et la perte de temps passé à traiter ces questions, y compris en lien avec les pharmaciens, comme ça a été témoigné largement dans la table ronde que nous avons eue avec les représentants des pharmaciens. Nous souhaiterions donc identifier les évolutions qui pourraient permettre de faire évoluer positivement ces pénuries et de mieux les maîtriser. Donc, autour de la table, nous accueillons le docteur Carvalero, directeur général de MG France, le docteur Bruno Perutti, en distance, qui est président du syndicat des spécialistes, la CSMF, le docteur Corinne Le Sauder, présidente de la Fédération des médecins de France, la FMF, et le docteur Benoît Coulon, président de Médecins pour demain. Alors, pas président, juste membre du conseil d'administration. Alors, membre du conseil d'administration de Médecins pour de demain. la relation au monde politique. Voilà. Oui. Je vous remercie, donc, madame et messieurs, de vous être rendus disponibles aujourd'hui. Nous souhaiterions que vous puissiez présenter très concrètement, dans un bref propos introductif, la manière dont les pénuries de médicaments affectent la prise en charge des patients, les conditions de travail des médecins, ainsi que les difficultés que vous rencontrez au quotidien. Je vous céderai tour à tour la parole pour une durée de 5 minutes que je vous demanderai de ne pas dépasser, donc c'est bien 5 minutes, puisque vous êtes nombreux à avoir répondu à notre invitation, à laquelle nous tenions d'ailleurs et nous nous en félicitons. Puis Madame Laurence Cohen, rapporteure de notre commission d'enquête, vous posera une première série de questions, suivie par les collègues qui sont ici présents. Je vous précise que cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat et qu'elle fera l'objet d'un compte-rendu publié. Avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous invite chacun à votre tour à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Monsieur Carvalero, Monsieur Perutti, on ne vous a pas entendu. J'ai coupé mon micro, pardon, je le jure. Voilà, merci beaucoup. Docteur Le Sauder et docteur Coulon. Voilà, je vous remercie et vais donc maintenant vous donner successivement la parole dans l'ordre d'intervention. Voilà. Docteur Carvalero. Alors moi, je suis pas docteur. Non, je suis le directeur général. Monsieur Carvalero. Je préfère le dire. Donc, la question de la rupture des approvisionnements dans certaines molécules pose avant tout la question de la logique financière liée à cette industrie, ce qui aboutit notamment à un arrêt de fabrication d'anciennes molécules peu rentables financièrement, mais indispensables dans le panel thérapeutique du médecin généraliste au quotidien, d'autant que ces molécules sont souvent sans aucun équivalent de substitution. Cela aboutit également à un déséquilibre dans les dépenses de santé entre le budget médicaments et les ressources disponibles pour les professionnels de santé. La question de la rupture de l'approvisionnement ne signifie pas que les médecins surprescrivent, comme on a pu l'entendre.
hors contexte épidémique lié par exemple à cet hiver. Désigner les généralistes comme responsables est une erreur d'analyse. Toutefois, concernés par l'enjeu d'une meilleure pertinence de prescription, nous sommes demandeurs de disposer d'une gamme élargie de TROD à effectuer au cabinet pour étayer des diagnostics et des indications. C'est sans doute une voie intéressante pour l'avenir. Face à ces ruptures, les médecins généralistes s'adaptent au mieux. Le risque est celui des ruptures qui s'enchaînent les unes après les autres jusqu'à ce que les indications deviennent de moins en moins pertinentes et où les risques d'effets secondaires pourraient être de plus en plus élevés. Les ruptures ne concernent pas que les médicaments thérapeutiques, mais également les vaccins, avec le risque d'une diminution de la couverture vaccinale de la population. Ainsi, le vaccin contre l'hépatite B a été en rupture pendant plusieurs années et le BCG a été indisponible jusqu'en janvier 2023. Les médecins s'inquiètent des risques pour la santé de leurs patients en raison de substitutions approximatives, retard de délivrance, traitement incomplet, inobservance des patients par crainte de la rupture ou d'un manque de confiance dans la nouvelle molécule ou nouveau médicament. Voilà. J'ai respecté les 5 minutes, je pense. Absolument parfait. Docteur Peroutier. Oui, d'abord, dans mon propos introductif, je voudrais dire que ce problème des ruptures d'approvisionnement, en fait, n'est pas si récent que ça, parce qu'on le vit depuis de très nombreuses années, non pas sur des ruptures complètes, mais sur des réorientations d'approvisionnement de médicaments vers d'autres pays d'Europe. Et régulièrement, les grossistes disent qu'ils étaient en rupture de médicaments. Et du coup, les patients nous disaient, les pharmaciens nous disaient, il n'y a plus. Alors que si on appelait le laboratoire fabricant, il y avait encore. Et ça date au moins d'une dizaine d'années. Et ça a mis des patients en difficulté parce qu'il n'y avait plus assez de médicaments en stock chez les grossistes. Et puis maintenant, on voit que c'est carrément des problèmes de fabrication. C'est apparu surtout ça donc au décours du Covid, avec les problèmes de mondialisation de la fabrication des médicaments, qui est vraiment un vrai sujet, et de la nécessaire relocalisation de la fabrication. Je crois que ces ruptures d'approvisionnement qui sont conseillées pures et dures, c'est assez difficile parce qu'on fait de l'à peu près. On est obligé de trouver un médicament qui ressemble, qui n'est pas toujours identique, qui n'a pas toujours les mêmes effets secondaires, qui pour le patient pose problème puisqu'il n'a pas la même apparence et pas nécessairement la même absorption et les mêmes conditions d'utilisation. Quand c'est un médicament comme, on va dire, le Doliprane enfant, ça pose problème parce que un enfant qui est fébrile, ça peut avoir des complications. Moi, je suis neurologue et je peux te dire qu'il peut y avoir des convulsions fébriles qui pourraient être évitées grâce à la simple absorption du Doliprane. Les antibiotiques, c'était aussi une grosse problématique puisqu'il y a des complications d'angines non soignées, à condition qu'elles nécessitent des antibiotiques, ces angines. Et dans les pathologies plus graves, c'est encore plus inquiétant, parce que je pense, moi, à des patients épileptiques, à des patients parkinsoniens qui ont des médicaments où il faut qu'on bricole. Je vous prends un exemple, je vais faire vite. Dans le Parkinson, on a 3 médicaments, Modopar, Sinemet et Stalevo. Oui, c'est de la lévodopa, mais c'est pas la même chose, c'est pas absorbé de la même manière. Et on risque d'avoir un patient qui tout d'un coup se bloque au risque de faire des complications ou des dyskinées importantes. Et je crois que c'est donc vraiment très important qu'on arrive à résoudre rapidement ce problème de rupture d'approvisionnement et de fabrication. Voilà, je vous remercie. Très bien, merci beaucoup. Docteur Le Soder. Voilà, oui. Alors le Soder, il n'y a pas de L, mais c'est pas grave. Dans mon nom. C'est simplement si vous l'écrivez, voilà. Mais c'est pas gênant. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais c'est vrai que nous, en tant que prescripteurs, on est vraiment au bout de la chaîne et on est face à nos patients. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Et on le voit surtout en pédiatrie, où il y a énormément de problèmes pédiatriques. Suite à des manques d'antibiotiques, on a eu aussi des manques d'antipyrétiques. Et donc, ça, c'est quand même important. On le voit actuellement, là aussi, avec un manque de traitement pour l'asthme. Et on a beaucoup de gens allergiques. Et en ce moment, c'est beaucoup le problème. S'il vous plaît, chers collègues. Donc, les pharmaciens aussi sont en contact direct avec les patients. Ah oui, bien sûr. Non, mais je n'ai pas dit qu'on était exclu.
Ils sont aussi à l'autre bout Oui, de la on chaîne. est au bout de chaîne tous, mais de toute façon, parce qu'on communique les uns avec les autres, Voilà. et ça nous prend beaucoup de temps, ça, parce qu'effectivement, quand on n'est jamais Voilà. au courant d'une rupture de médicaments, et donc ça, c'est vraiment embêtant, parce que mais même les pharmaciens, quand ils voient que leur boîte est vide et qu'ils essaient d'obtenir, eh ben, ils n'en ont pas non plus. Donc c'est vrai qu'on arrive vraiment à des choses vraiment quelquefois, je vais dire catastrophiques, parce que c'est une perte de chance, c'est un temps perdu aussi, nous, pendant notre temps de consultation, et notre temps médical est quelque chose de très compté, donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment revoir. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et alors on se rend compte, effectivement, là j'ai fait le tour avec plusieurs confrères, hein, parce qu'en fait on se rend compte que ce qui manque du Val-de-Loire, ce qui manque dans le Val-de-Loire ne manque pas dans le sud de la France, ne manque pas dans l'Est. Hein. Et donc j'ai fait un petit tour là pour savoir par rapport à moi ce qui me manquait, ce que manquait par exemple dans le sud. Là tout à l'heure j'avais quelqu'un de Montpellier où il leur manque des anti-inflammatoires, il manque de la Pranax et il manque beaucoup d'antibiotiques. Et en fait ils usent un antibiotique, enfin ils usent entre guillemets, hein, le stock d'antibiotiques est passé, donc ils passent sur un autre antibiotique qui passe, et puis évidemment tous les stocks sont épuisés et on se retrouve avec pas grand-chose. Les dosages d'enfants ont été refaits avec des dosages adultes, et c'est vrai que c'est assez compliqué. Je pense à mes amis pharmaciens, effectivement, qui sont obligés de faire du travail supplémentaire, et c'est vrai que les patients en sont conscients, mais pour eux, ça leur pose aussi un problème en se disant est-ce que c'est le bon médicament, comment il va le prendre, parce que c'est vrai que l'antibiotique chez l'enfant, l'antibiotique a un drôle de goût, un mauvais goût, et c'est vrai que chez l'enfant, quand on met des... ouais, la goutte de fraise, n'est-ce pas, la goutte de fraise ou de banane, mais il est vrai que quelque part, c'est quelque chose qui est embêtant pour eux. Et donc ça, c'est important. Et puis on a une hiérarchisation aussi des médicaments, donc effectivement, l'antibiotique, l'antipyrétique, c'est important, mais il y a aussi des médicaments qui sont indispensables aux gens. Et si on était en rupture, ça serait vraiment très, très ennuyeux. Je pense aux anticoagulants, à tous les traitements effectivement neurologiques, tous les traitements des psychotropes, tous les traitements d'insuline, d'antihypertenseurs et tous les traitements d'urgence. Et donc ça, il faut faire très attention parce que pour nous, en fait, quelquefois, on n'a aucun équivalent. Donc en fait, c'est faire prendre des risques à des gens. Donc voilà un petit peu les choses que je voulais dire, parce que je voulais que ça soit pratico-pratique, parce que tout le reste, ça a été plus ou moins dit à tous les niveaux. Donc c'est vrai qu'on est vraiment en face de nos patients. Quand on sait qu'il y a une rupture, donc en fait, on essaie de pallier tout de suite. Et puis quand il n'y a pas de rupture, eh ben, c'est nos confrères pharmaciens qui nous appellent en disant bah, qu'est-ce que j'y mets, qu'est-ce qu'on fait, et donc on essaie de faire, je ne vais pas dire de la débrouille, mais effectivement faire avec ce qu'on a, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Docteur Coulon. Merci Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Au niveau de Médecins pour demain, on a eu, pour rejoindre un peu les propos qui ont déjà été dits, pas mal de remontées sur les ruptures de médicaments. En premier lieu les antibiotiques, et en premier lieu les antibiotiques pour les enfants, notamment avec les flacons en verre qui ont été problématiques à fournir. La deuxième remontée qu'on a eue, c'est les corticoïdes, et notamment qui ont posé des problèmes pour les maladies auto-immunes et des ruptures dans les suivis de maladies auto-immunes. Troisième problème, les sirops antitussifs, bon, c'est un peu moins grave. Les anticoagulants, ça a été dit au premier des rangs, desquels l'Arixtra, qu'on utilise beaucoup comme dans les phlébites et les embolies pulmonaires. La xylocaïne qui est un gel qu'on utilise pour donc anesthésier. Donc ça a posé des problèmes pour des sutures, ça a posé des problèmes aussi pour les mises en place d'implants dans les suites d'IVG. Le paracétamol, ça a été dit, y compris le paracétamol associé à la codéine, ont posé aussi pas mal de problèmes. Plus grave, les médicaments pour traiter un diabète, pénurie d'insuline, rapide et plus lente, des médicaments comme le Janumette, le Velmesia, et le cas particulier, l'Ozempic. Alors l'Ozempic, c'est un peu particulier parce que c'est un médicament très prescrit dans le monde, qui a été détourné pour les régimes dans les réseaux sociaux du type TikTok, et ça a posé des problèmes d'approvisionnement dans le monde entier à cause de ça. Pour d'autres médicaments, les immunothérapies, les protocoles de désensibilisation pour les allergies ont dû être interrompus parfois. Les antimigraineux, ça a été dit. Les vaccins, l'hépatite B, zona, méningite, le Rotarix pour les gastro-entérites du nourrisson. Les pilules abortives, alors ça c'était un problème, notamment en Bisowan, utilisé dans les IVG médicamenteuses, donc pas possibilité de faire des IVG médicamenteuses. Les médicaments utilisés en psychiatrie, ça a été déjà un peu dit, l'amictal, diazépam. Les chimiothérapies qui ont dû être décalées, y compris à l'hôpital Saint-Louis à Paris, on m'a signalé, par exemple. Et enfin, le dernier qui m'a été remonté, c'est les pistolets pour les biopsies de prostate. 2 mois de décalage avant de dépister un cancer de la prostate.
Donc tout ça, effectivement, ça a créé des problèmes, notamment pour les antibiotiques. Ça a été galère pour les patients. Certains, on m'a rapporté, des gens de leur famille ont ramené des médicaments antibiotiques du Maroc ou d'Israël ou du Portugal, donc de pays étrangers. Et on passait parfois plusieurs heures en éclusant 4, 5, 6 pharmacies, des fois plusieurs kilomètres pour trouver les médicaments. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon de ce qui se passe sur le terrain. Donc, Laurence Cohen, c'est une première salve de questions. Oui, mais merci pour avoir ciblé en fait sur les pénuries ce que vous vivez en tant que praticien, et ce qui corrobore ce que nous avons pu entendre depuis le début de nos auditions. Ce que nous avons également entendu, c'est la difficulté, le manque d'information en fait des médecins sur les pénuries de médicaments. Et ce qui nous a été dit, c'est que souvent, ces informations, en fait, elles vous sont données par les pharmaciens, qui, eux, donc, sont ceux qui vous alertent sur les pénuries. Donc, mes questions là-dessus, c'est est-ce que d'abord, ce problème d'information se présente de la même manière en ville et à l'hôpital ? Comment les médecins, finalement, pourraient être mieux informés compte tenu des difficultés que vous avez pu nous décrire? Est-ce que vous avez, justement, dans ce domaine-là, des recommandations dont nous sommes preneurs concernant une meilleure information? Quand nous avons rencontré la Haute Autorité de Santé, donc lors de nos auditions, il nous a été indiqué que la HAS contribuait à relayer notamment les recommandations qui étaient faites par l'Agence nationale de sécurité du médicament aux médecins en affichant des messages dans des logiciels d'aide à la prescription. Donc j'aimerais que vous puissiez nous dire d'abord si ces logiciels vous conviennent, si vous y avez accès facilement, si c'est encore un surcroît de travail, de temps dépensé, si c'est suffisant, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis, vous en avez un petit peu parlé, mais du coup, là, peut-être, vous aurez un peu plus de temps pour nous donner des éléments plus complets. L'ANSM, effectivement, fait des recommandations qui visent à adapter les prescriptions en proposant des réductions des durées de traitement, des substitutions de médicaments, comme vous avez pu le dire, madame. Et ça a été notamment le cas plus récemment, l'hiver dernier, avec l'amoxicilline. Donc, est-ce que vous trouvez que c'est un accompagnement suffisant, vous, en tant que prescripteur? Nous savons que vous avez des dialogues permanents avec les pharmaciens qui vous appellent justement quand il y a rupture et quand ils peuvent substituer les médicaments pour que ça soit vraiment un dialogue constructif dans l'intérêt du patient. Qu'est-ce que vous en pensez? Et qu'est-ce qui pourrait, là encore, être mieux adapté à votre pratique et aux besoins de vos patients? Toujours l'ANSM nous a également souligné un rôle important en France de la surconsommation de médicaments dans les difficultés d'approvisionnement, et ce qui pourrait expliquer en partie le phénomène de pénurie, notamment en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que effectivement les Françaises et les Français sont des grands consommateurs de médicaments, et comment vous voyez les choses, donc, puisqu'il pourrait y avoir aussi un travail de prévention, d'information des patients pour y remédier? Est-ce que vous pensez, parmi parce que c'est multifactoriel, les pénuries de médicaments, les ruptures de stock, et du coup, les réponses sont aussi multifactorielles. On nous a parlé, parmi les solutions qui pourraient être envisagées, l'extension de la date de péremption des médicaments en tension.
Est-ce que ça vous paraît quelque chose de possible? Est-ce qu'au contraire, ça aurait une incidence sur l'effet thérapeutique du dit médicament et que ça ne serait pas souhaitable? Et puis la dernière question, d'ailleurs, elle vous a été posée dans son propos introductif par la rapporteure. Dans l'adaptation, pas la rapporteure, la présidente, excusez-moi, la rapporteure, la confusion des genres, c'est la fatigue. Mais dans quelle mesure l'adaptation des prescriptions du fait des pénuries de médicaments vous paraissent justement renforcer les risques iatrogéniques et les risques de surdosage, que ce soit en ville ou à l'hôpital? Et du coup, comment ce risque peut-il être maîtrisé? Voilà, je vous remercie. Je vous laisse répondre dans l'ordre que vous souhaitez. Si je peux répondre. Oui, allez-y. Sur la consommation des médicaments, c'était un sujet qui m'avait interpellé avec le passage du directeur de la CNAM devant vous, là, et à propos des antibiotiques. Il y a volume, d'un côté, volume de prescription d'antibiotiques, donc les prescriptions, et il y a aussi la consommation des antibiotiques, et c'est deux choses très différentes. Déjà, par rapport au volume, il faut rajouter en plus du volume la qualité. C'est-à-dire qu'actuellement, les médecins français sont, en médecine de ville, parmi les meilleurs d'Europe en termes de prescription de qualité d'antibiotiques. Je m'explique. Ce qui fait la résistance aux antibiotiques, qui est un sujet majeur qui émerge de plus en plus dans le monde, c'est la prescription des antibiotiques à large spectre. Et en Europe, il y a un ratio qui a été fait au niveau des agences européennes pour calculer le ratio médicaments à large spectre et médicaments à spectre étroit. Plus ce ratio est élevé, moins c'est bon, plus il est bas, meilleur c'est. En France, le ratio est de 1 pour la médecine de ville, c'est un des meilleurs en Europe. En Allemagne, il est de 1,6, en Belgique 1,9, en Italie, il est de 8,3 et ça va jusqu'à 20,7, je crois, en Hongrie. Les seuls pays à faire mieux que la France, en Scandinavie, c'est la Suède, le Danemark et puis la Finlande, avec 0,3. Mais nous, avec 1, on est vraiment dans les meilleurs. Donc la qualité de ce qu'on prescrit en ville, elle est bonne. Après, je vous parlais consommation. Pourquoi parler de consommation et pas de prescription? Je crois que Santé publique France s'intéresse surtout à la prescription des médecins, uniquement à ça dans le comptage des antibiotiques. Mais l'OMS a émis une alerte au mois de novembre dernier pour l'Europe. Ils ont fait une étude sur la consommation des antibiotiques et un tiers de la consommation des antibiotiques se fait en dehors de toute prescription, ce qui est énorme. Par 3 biais. Le premier biais, c'est les antibiotiques qui restent dans les boîtes, qui n'ont pas été utilisés. Alors dans la famille, chez les amis, chez les voisins, etc., hop, autoprescription. Et ça se voit en France. De plus en plus, je ne sais pas ce qu'en pensent mes confrères, de plus en plus, on voit arriver des gens qui disent j'ai fini la boîte d'antibiotiques qui me restait de la dernière fois, j'ai attaqué un traitement, il faudrait me donner la suite. Donc ça, c'est une première réalité. La deuxième réalité, donc une solution qui pourrait être proposée en France, ça serait de donner les antibiotiques à l'unité. Ça serait quand même mieux. Le deuxième problématique, c'est l'accès direct aux antibiotiques hors ordonnance en pharmacie. Donc là, l'étude qu'avait fait l'OMS, dans certains pays, il y avait un accès direct. Et en France, on a introduit récemment dans la loi la possibilité d'accès direct pour la prescription d'antibiotiques dans les pharmacies, pour les infections urinaires et puis pour les angines. C'est passé dans la loi, je ne sais pas si c'est encore en décret d'application, mais ça évoque un risque d'explosion de la consommation des antibiotiques parce que les gens vont aller faire la pression chez les pharmaciens en disant « moi, il me faut mon antibiotique, donnez-le-moi ». Et il risque d'y avoir un rapport de force qu'avait montré l'OMS. Et le troisième, c'est Internet et l'achat des médicaments sur Internet. Alors, je n'ai pas trouvé de statistiques en France. La dernière statistique que j'avais, c'est 2011. Et en 2011, il y avait 10 400 000 Français qui avaient acheté des médicaments sur Internet. La consommation actuelle, le mode de consommation du médicament et de la consommation des soins en France a considérablement changé en 10 ans. Je pense que ça a dû évoluer. Mais ça, c'est aussi une préoccupation. Et donc, par rapport à ça, il y a une thèse qui avait été faite à Caen, de quelqu'un qui s'appelle Ambeline Morisset, qui disait, pour réduire la prescription d'antibiotiques, pour réduire la consommation, et pour qu'il y ait une acceptation des gens pour prendre moins d'antibiotiques,
il faut de la prévention et de l'éducation. Donc il faut dégager du temps. Un médecin pour demain, nous, c'est notre leitmotiv, c'est-à-dire qu'on porte la consultation à 50 €, mais pourquoi on porte la consultation à 50 €? Pas pour rien changer au système, c'est pour doubler le temps de consultation. 2 fois 10 minutes, ça fait 20 minutes. Je remets le cadre, on est sur les pénuries de médicaments. Oui, mais pour diminuer la pénurie de médicaments, pour diminuer la prescription et l'acceptation de ne pas donner d'antibiotiques, ça nécessite du temps. Et si vous voulez, vous avez actuellement la sécurité sociale, voudrait nous pousser à prendre plus de patients et donc quelque part à raccourcir la durée de consultation. Et nous, on souhaite l'exact inverse dans un cadre de prévention. C'est très important. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on arrivera à convaincre les gens de ne pas prendre d'antibiotiques et de diminuer indirectement et la prescription d'antibiotiques et l'acceptation de la non-prescription, et donc le volume d'antibiotiques prescrits, et donc, quelque part, sur la pénurie de médicaments, résoudre au moins ce problème-là, en partie. Ce qu'il faut savoir, dernier point, c'est que 60%, l'étude OMS montrait que 60% des gens étaient persuadés que les antibiotiques étaient efficaces contre les virus. En France, c'est 52% qui croient ça, ce qui est énorme. Et il y a un gros boulot à faire. Voilà, je vous remercie. Docteur Le Soder, merci. Oui, donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais ce que je voulais rajouter quand même, effectivement, l'éducation thérapeutique du patient, c'est énorme. C'est vrai, quand on commence à s'installer, moi ça fait plus de 30 ans, donc vous voyez, j'ai un peu de bouteille. On a les patients qui, effectivement, on les amène petit à petit à ne pas prendre n'importe quoi, à ne pas faire de l'automédication, à pouvoir savoir quand il faut venir, quand il ne faut pas venir. Donc ça, c'est déjà une première chose. Après, l'antibiotique, ce n'est pas automatique. Ça a fait énormément de bien aussi pour que les gens prennent conscience de ça. Et je pense qu'il faudrait le refaire, parce que ça, c'est hyper important. Parce qu'on le voit, et malheureusement, on le voit de plus en plus maintenant avec la téléconsultation. Et donc, pour nous, c'est un énorme problème. Parce que dans les téléconsultations, on n'examine pas les gens, donc on fait un large spectre. Donc on met des antibiotiques, l'argamanu, de la cortisone, des choses comme ça, alors qu'on n'a pas vu les gens, on ne les a pas auscultés. Et je suis une clinicienne qui vraiment y tient. Et je pense qu'effectivement, ça c'est quelque chose d'important, parce qu'on a vu beaucoup de patients revenir avec des ordonnances, effectivement, où c'est marqué qu'ils ont pris de l'antibiotique, de la cortisone et autres. Et donc ça, c'est quand même pas normal, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, par rapport à ça, quand c'est un problème ORL, il y a les trottes qui existent, et ça permet déjà de faire un bon choix, quoi. Et donc ça, c'est quelque chose d'important qu'il faut marquer. L'autre chose aussi qui est importante, effectivement, la prévention, mais la prévention, on l'a vu avec le Covid, où on était un petit peu moins en contact les uns avec les autres, c'est un peu plus laver les mains et on ne crachait pas sur les autres quand on avait des problèmes. Donc je pense qu'il faudrait aussi rappeler ça, et le rappeler dès le plus jeune âge. C'est-à-dire que nous, à l'école maternelle, on nous apprenait à nous laver les mains, on n'allait pas manger à la cantine sans qu'on se lave les mains. Maintenant, c'est complètement laissé à l'abandon, on se lavait même les dents après d'ailleurs. Mais c'est quelque chose qu'il faut remettre au goût du jour, et dès le plus jeune âge. Parce qu'effectivement, apprendre à vivre, apprendre à pouvoir se servir de la médecine, c'est quelque chose d'important, parce qu'il y a une pénurie de tout en ce moment en médecine, des médicaments, mais des médecins, des professionnels de santé, de tout. Donc là, il faut apprendre à pouvoir faire tout cela. L'autre chose aussi, c'est tous les effets secondaires qu'on peut voir avec, parce qu'effectivement, avant les génériques, on reconnaissait les médicaments en disant c'est le petit rose c'est marqué un R dessus, c'est le petit jaune, c'est le petit truc ovale, maintenant tout est blanc. Et donc, en fait, il peut y avoir aussi des mélanges. Donc, il faut faire très attention avec tous ces mélanges, parce que des fois, les gens prennent 2 fois le même traitement sans se rendre compte que c'est la même chose. Et donc, ça, c'est encore autre chose. Et donc, quand on prend 2 fois la même chose, évidemment, on a 2 fois plus de chances de manquer de médicaments ultérieurement. L'autre chose, c'est les interactions médicamenteuses. Il y a des médicaments qu'on ne peut absolument pas mélanger les uns avec les autres. Et donc, il faut être très vigilant, parce que il ne faut pas provoquer des effets qui soient plus toxiques que ce qu'on veut régler comme problème. L'autre chose, quelque part, c'est vrai qu'avec un peu de bouteille, on a vu que les problèmes sont arrivés un petit peu avec les génériques, parce qu'en fait, les génériques, les prix sont un peu faibles, donc je pense qu'il y a aussi ce problème-là. Mais il y a un autre problème, c'est qu'en fait, on se rend compte que les doses de péremption des génériques sont beaucoup plus faibles que les princeps. Et donc, quelquefois, on voyait des médicaments qui, en fait, avaient un temps de péremption qui paraissait vraiment court par rapport aux princeps.
que bon, ça a peut-être changé là, depuis, mais parce qu'en fait, c'est les gens qui nous amènent les deux pour demander si c'est la même chose, hein, donc on se rend compte, mais peut-être à vérifier cela. Donc l'extension de la date de péremption, on n'est pas pharmacien et on a des difficultés à pouvoir vous répondre, donc ça c'est quelque chose de... Alors, je réponds que ce que je peux savoir, et encore je ne fais pas tout, et plus j'essaie d'apprendre, et moi je sais, donc ça c'est important. Et donc ça c'est par rapport au nombre de comprimés, par rapport aux boîtes, on a vu quand même, maintenant il y a de plus en plus de médicaments où on a la possibilité d'avoir pour 3 jours, pour 5 jours, et donc ça c'est quand même bien, il y a moins de pertes, parce qu'effectivement c'est tous ces problèmes-là qui étaient d'actualité. Hein. Et c'est vrai que quelque part aussi, c'est de savoir exactement... Enfin, quand les gens ont commencé un médicament puis qu'ils disent ça me va pas et les boîtes sont jetées, on pourrait peut-être en faire quelque chose. Fut un temps on les récupérait, maintenant on les récupère plus trop. Mais c'est vrai que nous, en tant que médecins, quand on avait dans le temps les possibilités d'avoir des boîtes de médicaments, on tournait toujours avec des boîtes pour pouvoir dépanner les gens le soir, pour éviter d'avoir justement cette rupture de stock, surtout cette non prise en charge rapide de nos patients. Tout à l'heure, vous parliez par rapport au fait de savoir si on a les médicaments, si on peut savoir. Moi, il y a que mon pharmacien, enfin mes pharmaciens, parce qu'on en a plusieurs et on s'entend tous bien, qui peuvent me dire ce qu'il y a en stock ou pas. Parce que vous voyez, tout à l'heure, je vous dis, j'ai appelé quelqu'un d'autre, et en fait, ce n'est pas les mêmes médicaments qui sont en rupture de stock à un autre endroit de la France. Donc, en fait, c'est vraiment très ponctuel. Mais ça rejoint un petit peu quand on était de garde, il y a quelques années, où on a tous des habitudes de prescription qui fait qu'en fait... les pharmaciens, en général, ils regardaient toujours qui était de garde le week-end et ils commandaient les médicaments pour ne pas être en rupture de stock. Et donc ça, c'est vraiment des choses... Et effectivement, on le voit un petit peu avec nos pharmaciens qui, effectivement, ne vont pas acheter des trucs qu'ils ne vont pas vendre parce que ça ne sera pas prescrit. Donc, revoir un petit peu tout ça. Donc, si vous voulez, c'est du sur-mesure. Et d'ailleurs, c'est ça la médecine. Hein, ce n'est pas du prêt-à-porter, c'est du sur-mesure. Et donc, il faut vraiment que ça soit pérennisé et qu'on voit un petit peu... qu'on fasse attention, mais faire attention aux interactions médicamenteuses et puis à tout ce qui est surdosage, parce qu'effectivement, les gens, ils ont l'habitude de prendre certains médicaments et pas d'autres. Et donc, il faut faire attention. Et après, il y a aussi toutes les choses où on voit qu'il y a des médicaments, ils ont peut-être les mêmes choses à l'intérieur, mais il y a des excipients qui peuvent leur être mauvais ou des colorants qui peuvent leur être mauvais. Donc, ça, il faut faire très attention. Voilà ce que j'avais à dire pour l'instant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Perouti. Oui, merci Madame la Présidente, merci Madame la rapporteure. Pour revenir sur le problème des logiciels que vous avez évoqué dans votre propos, je crois que c'est vrai qu'il y a un problème de logiciels. On a des logiciels d'aide à la prescription qui sont assez pertinents. Moi, j'en ai utilisé 2 successivement, le Vidal et Claude Bernard. Voilà, c'est le neurologue. Claude Bernard. Et ces logiciels fonctionnent bien, mais justement, il n'y a pas d'alerte. Alors, il y a des alertes, il y a des messages qui sont envoyés, mais ces messages envoyés, on les oublie. Hein. Par contre, si au moment où on prescrit, il y avait un système qui bloquait notre médicament, et que dise rupture en direct, c'est pas compliqué avec de l'informatique, ça nous aiderait beaucoup, parce qu'effectivement, si on prescrit ce médicament, le patient va aller à la pharmacie, le pharmacien va lui dire « il n'y est pas ». Alors parfois, il a le temps de nous appeler, mais pas toujours. En plus, nos standards sont saturés, donc il n'arrive pas à nous avoir. C'est le patient qui va revenir nous voir. Il y a un délai entre la prescription et le remplacement du médicament qui est quand même problématique. Et c'est vrai que là, on pourrait sûrement jouer sur un logiciel d'aide à la prescription que maintenant la plupart des médecins ont, puisque ça fait partie d'ailleurs du volet 1 de la rémunération sur objectif de santé publique, de forfait structure, et ça serait une très bonne chose, et ça on pourrait demander aux éditeurs de logiciels de le faire. Je crois que un deuxième... parce que le remplacement du médicament non disponible, il y a une inertie dans le système qui est quand même vraiment délétère. Autre élément, c'est la consommation des médicaments. Alors, pourquoi ils sont en rupture de stock? Ça, il faut... Je n'ai pas la réponse à tout, mais on sait bien qu'il y a des problèmes de fabrication, parce qu'on nous le dit, hein, il y a des matières premières manquantes pour certains médicaments, donc ça c'est une vraie problématique, et c'est ce que je disais tout à l'heure, la relocalisation des fabrications. Est-ce qu'il y a des matières premières importantes qu'il faudrait sécuriser? Mais il y a en même temps, sur des ruptures,
il y a la consommation, j'allais dire, inappropriée. Alors, on dit le trop de prescription. Il y a aussi, surtout en France, et sauf erreur de ma part, je pense qu'il y a à peu près 50% des médicaments qui ne sont pas consommés. Ils sont prescrits, mais pas consommés. Ça coûte très cher, mais aussi, après, ils sont plus disponibles pour être consommés par des gens qui en auraient besoin. Et ça, c'est une vraie réflexion qu'il faut mener. Enfin, ça fait longtemps qu'on le sait, mais comment faire en sorte qu'on ne distribue pas des médicaments que le patient sait pertinemment qu'il ne va pas utiliser, parce qu'il le sait souvent. Les patients nous le disent, ils nous disent « Ah mais non, mais celui-là, je ne le supporte pas », mais on leur a distribué à la pharmacie parce qu'ils n'ont rien dit. Souvent, je leur demande leurs ordonnances aux patients que je vois en neurologie, et puis quand je vois l'ordonnance, ils me disent « Ah mais celui-là non, celui-là oui, celui-là la moitié ». Voilà, on est dans une situation quand même qu'il faudrait corriger, parce que ça, moi je vous donne une anecdote. On vient d'accueillir chez nous mon beau-père, 92 ans. Il vivait avec ma belle-mère de 96 ans, Alzheimer, lui Parkinson. On a retrouvé 100 boîtes de Doliprane chez eux. 100. C'est vous dire, et c'était distribué régulièrement, parce que vous regardez les ordonnances souvent, il y a écrit 6 douleurs, Doliprane, un comprimé 3 fois par jour, et puis ça repart de mois en mois, et voilà. Donc ça, c'est quand même à la fois les logiciels qui pourraient nous avertir beaucoup plus vite et la délivrance de médicaments de façon vraiment utile dans ce qui va être consommé. Et puis le dernier point, c'est la fabrication pour éviter les ruptures d'approvisionnement, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il y a des médicaments qui sont disponibles et qui sont réorientés vers d'autres pays d'Europe à cause du tarif des médicaments? Nous, on l'a vécu pendant très longtemps, je peux vous le dire, en neurologie, sur des médicaments essentiels, dans la sclérose en plaques, dans l'épilepsie. Et quand on appelait le laboratoire fabricant, ils nous disaient non, mais le médicament est disponible, il est parti en Belgique, en Allemagne, je ne sais pas où, parce que le médicament est peu rémunérateur pour le grossiste, et donc on était en rupture. Puisque là aussi, sauf erreur de ma part, on attribue une quantité, le laboratoire attribue une quantité à un grossiste. Et si le grossiste il en fait partir une partie ailleurs, eh ben, c'est plus là pour les patients français. Voilà. J'avais juste Monsieur une Carvalho. remarque. Oui, Juste une remarque par rapport donc, aux médicaments non utilisés. Il y avait une étude aux États-Unis qui montrait que 30% des médicaments prescrits finissaient à la poubelle. 30%, donc un tiers, ce qui est énorme. Et effectivement, il y a tout un travail de prévention à faire, toujours la prévention, toujours le temps nécessaire à consacrer aux patients. Et la polymédication des personnes âgées, c'est un vrai problème parce qu'elles se retrouvent souvent au-delà de 65-70 ans avec 8, 10, 12 médicaments à prendre, voire plus. Qu'est-ce qui se passe en fait? Comme la médecine se complexifie, vous avez un problème de cœur, vous allez mettre les médicaments qui sont le référentiel pour les pathologies cardiaques. Une maladie de rein, pareil. Une maladie pulmonaire, pareil. Et en fait, vous faites à chaque fois, dans chaque spécialité, le meilleur traitement possible, sans tenir compte des interactions entre chacune des spécialités et chacune des organes. Et après, on finit par avoir des gens donc, qui font des hypotensions, des chutes, des retours à l'hôpital, etc. Et donc, ça a un coût qui a été évalué de l'ordre de 3 500 € par patient polymédiqué, ce qui est énorme. Les sources d'économie et de gâchis de médicaments sont très importantes. Voilà. Monsieur Carvalho. Non, je pense que tout a été dit. Il y a juste une question sur la recrudescence en fait, des maladies chroniques et du vieillissement de la population face à la pénurie, dont on n'a pas la réponse aussi, sur le futur, en fait. Donc, merci beaucoup. Je vais passer la parole à mes collègues. Donc, j'ai une parole d'Alexandra Borchio-Fontin. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, merci pour les informations que vous nous délivrez. En fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue finalement, parce qu'on a l'impression, en tout cas en tant que patient, que plus il va y avoir de la pénurie, plus on a envie de faire des stocks. Je pense que c'est un comportement qui peut se reproduire dans d'autres domaines, je pense notamment à l'alimentation, et c'est pour ça qu'il y a autant d'initiatives contre le gaspillage alimentaire. Donc,
l'objectif, en tout cas, de cette audition aujourd'hui, c'était d'essayer de savoir, en tout cas pour ma part, quelles étaient les pistes que vous pourriez préconiser pour réduire justement cet écart entre la prescription et la consommation. Alors, on a parlé bien sûr de refaire une campagne de communication sur notamment les antibiotiques. Vous parliez tout à l'heure, docteur, de prescrire un médicament, enfin le nombre de médicaments limité, quoi. Donc voilà, je voulais juste en fait vous interroger pour savoir est-ce que vous avez davantage de pistes qui pourraient être mises en place pour évidemment essayer justement de changer les comportements. Bien sûr, il y a la prévention au cas par cas, c'est ce que vous demandiez aussi vis-à-vis de votre patient. Mais voilà, moi j'ai l'impression en tout cas qu'il n'existe pas vraiment une solution miracle par rapport à ça, et que plus il y aura de pénurie et plus je pense les gens auront envie de constituer des stocks. Alors heureusement, je ne dis pas que c'est une généralité, hein, voilà, je ne sais pas en fait finalement si on va réussir à trouver une solution. Donc je vais compléter par les questions de mes collègues. Pascal Gruny. Oui, merci. Moi, je reviens sur la surconsommation. D'ailleurs, Monsieur Carvalero, dans votre introduction, vous aviez dit qu'il n'y a pas de surconsommation. Bon, moi, je remercie parce que quand même, là, vous avez donné quelques éléments, hein, je ne sais plus qui, sur l'accès direct en pharmacie. Bon, nous, c'est vrai que ici, au Sénat, dans sa majorité, on essaie de préserver le médecin et l'accès direct le moins possible, parce que le diagnostic, la responsabilité, elle est toujours sur le médecin quand même, donc il faut quand même faire attention. Mais bon, on sait qu'on le fait de temps en temps. Sur les médicaments qui n'ont pas été consommés, oui. Sur samedi, il y avait quelqu'un à la radio, justement, alors je ne sais plus si c'était présidente des pharmaciens, ou sur les médicaments à l'unité. Et en fait, ils expliquaient que c'était très, très, très compliqué. Enfin, elle expliquait que c'était très compliqué. Elle avait donné un tas d'éléments justement sur ça. Je pense que si c'était simple, on l'aurait déjà fait, parce que ça fait je sais pas, 10 ans, 15 ans qu'on en parle. Donc, si ça n'a pas été fait, je pense que c'est quand même compliqué. Et les achats Internet, moi, je dis juste que les Français, ils sont fous d'aller acheter sur Internet des médicaments où on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Donc, ceci dit, pour les antibiotiques, quand même, moi je le vois dans l'entourage, les gens ils sont sous antibiotiques pour un oui, pour un non. Personnellement, je me soignais en homéopathie et mon médecin homéopathe me prescrivait éventuellement de temps en temps les antibiotiques quand il fallait. Aujourd'hui, j'ai plus de médecin homéopathe. Donc, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le médecin qui, lui, n'a pas d'autre solution, en fait, quand je vais le voir, que de me passer sous antibiotiques, alors qu'auparavant, je ne sortais pas avec une ordonnance d'antibiotiques. Ma fille est au Luxembourg. C'est, je veux dire, quelqu'un qui est assez fragile. Elle est pratiquement jamais sous antibiotiques. En revanche, elle fait des tests angine, des choses comme ça, régulièrement. Donc, quand elle nous voit, nous, parce qu'elle revient chez nous, elle va voir les médecins aussi de temps en temps pour les enfants, etc. Et elle me dit, franchement, chez nous, c'est l'antibiotique, c'est vraiment l'ultime solution quand on va voir, quand on a, je sais pas, on tousse, etc. Donc, je pense que quand même, et vous l'avez dit, madame, qu'en fait, ce serait bien de faire un peu de publicité sur les antibiotiques, c'est pas automatique. Et c'est vrai, parce que ça avait eu un effet certain. Parce que les antibiotiques, c'est bien, mais au bout d'un moment, si on en consomme de trop, d'abord, ils sont moins efficaces, hein, c'est comme tout. Et puis en plus, ça ne soigne pas forcément, en fait. Hein, après, c'est un aspect psychologique. Et vous n'avez pas parlé aussi, dans cette surconsommation, du tiers payant, en fait. On ne paye plus le médicament, c'est gratuit. Donc, voilà. Pourquoi on n'en consommerait pas, après tout? Donc, sur ces sujets-là, voilà, moi, ce que je voulais vous dire, je pense quand même que chez nous, et vous avez parlé aussi des psychotropes, hein, je crois que quelqu'un, des médecins, a parlé des psychotropes. Là aussi, enfin, on le voit partout, dans notre entourage, partout où on va, les gens, ils prennent toujours un truc pour dormir, pour les nerfs, pour ceci, pour cela. Alors, je ne dis pas qu'il n'en faut pas, hein. Je pense que le docteur sait quand est-ce qu'il en faut, mais je crois qu'on en prend sans penser des fois aussi aux effets, aux interactions avec d'autres médicaments, puis aux effets nocifs, quoi. Un médicament, c'est pas de l'alimentation, quoi. Laurence Muller-Braun.
Merci Madame la Présidente, merci Mesdames et Messieurs pour vos explications. Alors, je me dis en vous écoutant que finalement, là on parle de la pénurie des médicaments qui serait le fait d'une surconsommation des patients. Moi j'ai du mal à y croire parce que c'est vrai même si elle existe, j'ai du mal à penser que ce sont les patients qui font qu'aujourd'hui on est en pénurie sur certaines molécules et quelquefois alors là on parle de médicaments que les personnes peuvent prendre à la maison, mais dans toutes les auditions que nous avons eues, on a quand même parlé de pénurie, et vous l'avez dit, monsieur, dans les listes des anticancéreux, des médicaments liés vraiment à des maladies graves. Et là, le patient, le consommateur, il n'y est absolument pour rien. Et ce sont ces médicaments aussi qui sont en général très coûteux. On nous a parlé de montants très importants. Donc, on peut dire que le français se soigne trop, qu'il chauffe trop, qu'il se lave trop. Enfin, vous savez, on a tendance aujourd'hui à mettre beaucoup de responsabilités sur le dos des Français. Mais là, pour moi, non. Il y a un autre. Quelle est votre idée là-dessus? Cette pénurie, elle existe sur des... Voilà, on a entendu les hôpitaux juste avant vous. Là, le consommateur, il n'y est pour rien. Le Français n'y est pour rien. On va le soigner avec les médicaments ou les traitements que l'hôpital peut obtenir. Et il y a des soucis, ils nous l'ont confirmé. Et puis là, vous avez aussi vécu quelque chose d'exceptionnel, j'ai l'impression, ces 3 dernières années, puisque on a vu que vous aviez été, en tant que médecin, interdit de prescrire ou interdit de soigner. Donc c'était quelque chose, je voulais vous poser la question, comment vous avez compris cela, quelles sont les conséquences et qu'en pensez-vous? Merci beaucoup. Émilienne Poumirol. Oui, ben moi je vais aller tout à fait dans la ligne de ma collègue à l'instant, parce que j'ai le sentiment, alors à travers votre expérience, j'allais dire au quotidien de professionnels de santé, qu'on est en train de détourner un petit peu le sujet qui est quand même la pénurie de médicaments et la stratégie de l'industrie pharmaceutique, en culpabilisant les médecins, les patients. Alors on est tous d'accord sur le succès de l'antibiotique, c'est pas automatique. On est tous d'accord sur la nécessité de la prévention, de l'éducation, etc. De la surconsommation dans certains cas, oui. J'étais médecin généraliste et j'ai vu parfois, effectivement, quand on ouvrait la pharmacie du patient, de dire « Ah, mais il vous reste encore de ci ou il vous reste encore de là ». Mais c'est quand même à la marge. Je ne crois pas que ce soit l'essentiel du fond du problème. Et j'aurais aimé vous entendre en tant que prescripteur, qui est au bout de la chaîne, effectivement, davantage sur les causes que vous analysez, vous, comme être responsable, j'allais dire, de cette pénurie, ou de ces pénuries ou tensions d'approvisionnement aujourd'hui, dans l'organisation de l'industrie, du monde industriel, et dans l'organisation ensuite de la distribution, et aussi de l'information, parce qu'effectivement, la solution des pop-up, elle appelait ça, Madame Le Guilec de l'HAS, sur les logiciels. Bien sûr que ce serait une aide pratique, je veux dire, si effectivement, comme le disait notre collègue neurologue, au moment où on prescrit, on avait un ping, 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 une alerte qui dit attends, rupture de stock, ça permettrait d'éviter. Mais là, on est en bout de chaîne, on est à la fin du problème. Moi, ce qui nous intéresserait, c'est très intéressant que vous nous donniez votre expérience au quotidien, mais votre analyse personnelle aussi en tant qu'utilisateur, j'allais dire, du médicament, sur les causes profondes de cette situation aujourd'hui qui a évolué de façon exponentielle depuis 10 ans. Très bien. Donc, je voulais à vous la réponse. Docteur Coulon, après docteur Le Soder. Sur la surconsommation de médicaments et les industries du médicament. Les industries du médicament, au niveau des grands groupes pharmaceutiques mondiaux, ils investissent actuellement dans les domaines les plus lucratifs. Cancer, immunologie, vaccins, et également les maladies neurologiques, Parkinson et puis maladie d'Alzheimer. Ça rapporte beaucoup. Ils ont délégué les médicaments peu rentables aux autres, notamment aux génériqueurs. Et en France, le problème particulier de la France, en plus du reste, c'est qu'on a des prix des médicaments qui sont parmi les plus bas d'Europe, 10 à 30% en dessous du prix moyen européen. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Au niveau de ces médicaments-là, il y a des grossistes qu'on appelle des shortliners,
donc des shortliners, comme l'Europe est un marché libre, ils prennent les médicaments à bas prix en France pour aller les exporter ailleurs en Europe et les revendre plus cher. Donc ça, c'est aussi un des biais du marché du médicament qui a à bas prix, qui atteint ses limites et qui pose un vrai problème. Pour s'en sortir par rapport à la pénurie de médicaments, si on n'investisse pas massivement dans l'industrie, au niveau européen, au niveau français, notamment dans l'industrie des vaccins, eh ben, on va être confronté de plus en plus à des pénuries massives. Parce que la logique du médicament à moindre coût, elle atteint ses limites. C'est comme la médecine à bas coût, elle atteint ses limites à l'heure actuelle aussi. Donc, sinon, sur les antibiotiques, et nous qui arrivons, l'idée d'arriver en deuxième ligne par rapport aux antibiotiques, je vais prendre l'exemple des infections urinaires. Oui, ça pourrait être une solution de dire, une cystite simple, on va voir le pharmacien, et puis voilà, quoi. L'idéal à ce moment-là, c'est que le pharmacien ne donne pas d'antibiotiques, mais des médicaments de phytothérapie pour traiter la cystite simple, ou des anti-inflammatoires. Il y a des études, notamment en Allemagne, qui ont été faites, qui montrent qu'effectivement, il y a 50% de succès. Mais 50% d'échecs, fatalement, mais ça fait 50% d'antibiotiques donnés en moins. Le problème, c'est qu'actuellement, au niveau international, on manque d'études pour l'impact de la phytothérapie, l'effet réel de cette phytothérapie sur la prescription des antibiotiques. Mais on pourrait très bien construire un système avec les pharmaciens première ligne phytothérapie, et nous, après, pour toutes les cystites non simples, fébriles, etc., on intervient en seconde ligne, et là, on traite. C'est pareil, on n'a pas d'intérêt non plus, on a une technicité qui est importante en tant que médecin. Voir des gens pour un arrêt de travail d'1 jour, 2 jours, 3 jours, ça n'a aucun intérêt. Recentrer le médecin autour de ses vraies tâches, c'est fondamental. Et effectivement, on pourrait dégager du temps médical en nous recentrant sur les tâches les plus complexes. Mais l'idée de moins prescrire d'antibiotiques n'est pas si simple que ça. Si ce n'est de dégager pour l'instant du temps au niveau des cabinets médicaux et du temps médical pour expliquer aux gens pourquoi on ne leur prescrit pas. Si on ne leur explique pas qu'on fait des consultations tendues de 10 minutes, ils vont aller voir un autre médecin qui va leur prescrire. Et donc, on n'aura jamais de solution. Merci. Très bien. Docteur Le Sauder. Oui, beaucoup de questions de poser. Merci de les avoir posées. J'ai pris quelques notes parce que concernant le stock, quand c'est quelque chose d'aigu, de toute façon, on ne peut pas faire de stock. Ou alors, effectivement, on va servir d'un médicament qui a déjà été prescrit avant. Et donc, ça, c'est de l'automédication. Et ça, là, quelque part, le fait d'avoir des boîtes de 40 et on en prend que 10, ça fait 30 comprimés d'avance. Et donc, les enfants, ce qu'ils veulent, malheureusement. Et comme maintenant, on est tous docteurs, en lisant Internet, on s'automédique. Donc, ça, c'est un gros problème. L'autre chose, des stocks. Après, pour le stock de maladies chroniques, on a intérêt d'ailleurs à avoir un tout petit peu de stock parce que le temps d'obtenir un rendez-vous pour avoir un renouvellement de traitement et de revoir son patient, ça permettrait un petit peu de plus voir dans l'urgence des gens qui manquent de médicaments. Ça serait déjà quelque chose d'important. Néanmoins, le stock, je trouve que le stock, c'est plutôt le stock en amont plutôt que le stock dans la pharmacie du patient, quoi. C'est-à-dire que le problème, effectivement, c'est que en France, et je l'ai connu parce qu'à Montargis, c'était la dernière fabrication pour le paracétamol qui a fermé il y a quelques années. Et en fait, on était contents parce qu'on avait du paracétamol à côté. Et donc, on produisait. Maintenant, il n'y a plus rien qui est produit en France. Et qu'il faut faire attention, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est 80% des princeps, ceux qui sont fabriqués en Inde et en Chine. Donc, après, qui est-ce qui fabrique les médicaments? C'est encore du bas coût, c'est encore de la rentabilité. Et c'est vrai qu'il y en a ras-le-bol, la médecine, c'est pas de la rentabilité, quoi. La médecine, c'est quelque chose d'important. C'est pas un bien de consommation, la médecine, le médicament non plus. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être rappeler, parce qu'effectivement, un comprimé, c'est pas un bonbon, quoi. Et quelle que soit sa couleur et quel que soit son goût. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Et ça, je pense qu'effectivement, dans l'éducation, c'est quelque chose à dire. Par rapport à la surconsommation, effectivement, de toute façon, vous aurez toujours des gens qui surconsomment. De toute façon, vous aurez toujours des gens qui débordent. On a vu aussi tous ces médicaments là où, effectivement, on est en train de se rendre compte qu'on a créé des dépendances aussi. Parce que, effectivement, à force de donner certains médicaments, il y a des gens qui sont devenus accros. Et ça, c'est un gros problème, la dépendance des médicaments. Et là-dessus, il faut être très vigilant. C'est-à-dire qu'en tant que médecin, il faut quand même faut faire de la pharmacovigilance dans sa tête. Quand on voit un patient et qu'on lui prescrit un antidépresseur, il faut savoir pourquoi on le prescrit, combien de temps on va le prescrire et le suivre. Et ça, c'est un problème de suivi aussi. C'est-à-dire que, par exemple, les antibiotiques, moi, c'est vrai qu'il y a des patients,
vous les voyez, ils toussent, mais bon, ça, pour l'instant, ils n'ont pas besoin d'antibiotiques. Et vous savez pertinemment, de toute façon, que dans 8 jours, ils vont venir. Et de toute façon, ils auront une très grosse bronchite, ils auront une otite, et donc ça n'ira pas. Mais en même temps, c'est après un problème de confiance aussi à faire, qui fait qu'en fait, effectivement, on peut prescrire en disant vous le prenez si besoin, et en fait, les gens ne l'achètent pas. Et c'est vrai, quand vous avez acquis cette espèce de confiance entre patients et praticiens, c'est vraiment quelque chose d'intéressant, parce que vraiment, vous faites faire des économies monstrueuses. Et les gens, du coup, consomment beaucoup moins. Parce que rien que de vous appeler quand vous dites « mais c'est pas grave », et de savoir effectivement, enfin, quand on a une infection urinaire, moi, à chaque fois, toutes les femmes qui font des infections urinaires, je leur montre comment faire le choc lombaire pour savoir s'il y a une pyélonéphrite ou pas. Et donc ça, c'est hyper important, parce que du coup, elles disent non, c'est une infection urinaire banale, donc effectivement, elles s'automédiquent, je ne sais pas. Et quand elles m'appellent en disant, vous savez, vraiment... Ouais, non, mais c'est horrible. Non, mais ça, je sais. Mais si vous voulez... Exactement. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a des traitements qui sont après, il y a des complications, et c'est là les complications qui deviennent graves. Il ne faut pas passer à côté. Donc ça, c'est vraiment des choses. Il faut rester très vigilant et donc être dans la hiérarchisation aussi de la prescription. Et donc ça, c'est important. Et c'est vrai que le problème aussi, c'est vous parlez du tiers payant. De toute façon, maintenant, c'est vrai que le problème de tout cela, c'est que plus personne, il n'y a même plus un prix sur un médicament. C'est-à-dire que même nous, quand on prescrit, on ne sait pas combien on coûte, en sachant qu'une consultation, c'est rien. Le prix d'une consultation, c'est rien, c'est le prix de toutes les prescriptions qui sont importantes. Et c'est ça qu'il faudrait peut-être voir aussi, et reprendre aussi dans l'éducation, dans l'apprentissage des médecins, dans notre façon de faire. Parce que plus on nous demande d'aller vite, et moins on est pertinent. Et donc ça ne va pas, ça. C'est vrai que le temps est important. Pour expliquer, on passe beaucoup de temps à expliquer aux gens pourquoi on ne leur donne pas d'antibiotiques, pourquoi on ne leur met pas d'antidépresseurs, pourquoi on les écoute, et puis qu'en fait, ils nous disent... Ah ben ça va mieux, docteur. Combien de fois des gens disent je ne peux pas laisser partir. Hein. On ouvre la porte, ils se foutent sous un camion. Et en fait, en leur parlant, en prenant du temps, eh bien, on arrive à dire bon, on se revoit quand? Ah ben quand vous voulez. Bon ben je vous revois la semaine prochaine ou je vous revois dans 3 jours et puis on en reparle. Et donc ça évite de prendre des médicaments et c'est hyper important. Et donc ça c'est quelque chose d'important. Après par rapport au refus de soigner et qu'on puisse effectivement faire des soins pendant le Covid, ça a été notre plus gros drame. Ça a été le drame de beaucoup de patients. Parce qu'effectivement, il y a eu une perte de chance qui est inouïe, avec une perte aussi de diagnostic de pathologie importante. Pour nous, c'est un crève-cœur et pour nous, c'est vraiment quelque chose qui nous a profondément choqués. Parce que notre métier, notre code de déontologie, notre éthique, notre empathie, notre altruisme, fait qu'on est fait pour soigner les autres, pour soigner nos patients. Et ça a été vraiment quelque chose de très dommageable et qui m'altère encore quand j'en parle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Perouti. Oui, merci Madame la Présidente. Pour revenir à la problématique de la pénurie de médicaments, c'est sûr qu'elle est plurifactorielle, c'est une évidence. Il y a la matière première, la fabrication du médicament. Au demeurant, il faut savoir, parce que j'en ai parlé avec plusieurs pharmaciens autour de chez moi, c'est que ce n'est pas forcément le médicament qui est en pénurie, mais parfois c'est le blister, c'est l'aluminium, c'est tout ce qui va autour qui peut être en pénurie. Et si vous n'avez pas la boîte, effectivement, vous ne commercialisez pas. Donc il y a les médicaments qui sont fabriqués très loin de chez nous, où il peut y avoir le transport qui pose problème. Hein. On sait très bien que les containers qui viennent de Chine, ils ont triplé de valeur après le Covid, donc ça a un coût pour tout, et en particulier pour les médicaments. Il y a la distribution, donc on l'a dit, avec les prix des médicaments en France et les grossistes. Et puis il y a de l'autre côté la consommation et la pertinence de la prescription. On l'a dit aussi, il y a tous les médicaments qui sont pas consommés. Il y a les médicaments qui sont prescrits et qui ne devraient pas l'être. Alors ça c'est une évidence. Je suis neurologue et je peux vous dire qu'à longueur de journée, je vois des prescriptions de benzodiazépines qui sont des toxiques qui alimentent d'ailleurs les services de chirurgie orthopédique, parce que si à partir de 80 ans vous prenez une benzodiazépine le soir, et vous vous levez la nuit pour aller aux toilettes, les muscles sont ramollis, vous êtes endormi, vous tombez, vous avez une fracture du col du fémur à tous les coups. Mais le problème, c'est que arrêter une benzodiazépine, c'est compliqué, ça prend du temps, il faut du temps médical, ça on est bien d'accord. Et c'est une problématique qu'il faut aussi soulever.
d'ailleurs, je ferai une petite parenthèse presque provocatrice, c'est que donc, je suis neurologue et je travaille depuis 9 mois avec une infirmière en pratique avancée qui exerce en libéral avec moi, et il est indiscutable que la pertinence de la prise en charge médicale s'améliore quand on collabore avec une infirmière en pratique avancée qui a le temps d'écouter le patient bien plus que nous, qui s'appesantit sur des problèmes qui nous paraissent annexes, nous, mais qui ne le sont pas. Je prends un exemple pour la maladie de Parkinson, la constipation du Parkinsonien. Je veux dire, moi, malheureusement, je saute à pieds joints là-dessus. Et ben, je peux vous dire qu'avec l'infirmière en pratique avancée, ils ont le temps d'en parler, de trouver des moyens adaptés. Et donc, je suis un ardent défenseur de cette prise en charge collaborative, hein, pas d'accès direct, de collaborative, qui nous aide à mieux prendre en charge le patient. Et en même temps, cette infirmière en pratique avancée peut faire prendre, parce qu'elle fait de l'éducation thérapeutique, comme M. Jourdain faisait de la prose sans s'en rendre compte, enfin elle s'en rend compte, elle, mais le patient il ne s'en rend pas compte. Et c'est très pertinent pour l'utilisation des médicaments, à quelle heure je les prends, comment je les prends, et pas de déperdition, et je suis en meilleure forme, et j'ai pas de complications. Donc la pertinence de la prescription, c'est savoir arrêter les médicaments, savoir ne pas surutiliser certains médicaments. Et effectivement, chez les gens âgés, on parlait tout à l'heure des pathologies chroniques, des gens qui vivent beaucoup plus vieux, c'est une évidence. Hein. Je fais souvent référence à vos travaux de 2019 qui montraient qu'il y avait une augmentation de 4% du coût de la santé à cause du vieillissement de la population et des maladies chroniques qui duraient plus longtemps. Donc ça aussi, c'est une évidence. Si vous avez un diabétique ou un hypertendu qui va vivre 10 ans de plus, ben vous allez avoir des médicaments pendant plus longtemps. Mais il faudrait aussi se poser la question, est-ce que je peux baisser certains médicaments, passer 81, 85 ans, 90 ans? Parce qu'à cet âge-là, la pertinence du médicament est plus la même. Et je crois que comme l'a dit mon collègue, il faut qu'on puisse avoir des consultations d'expertise médicale plus longues, s'appuyer sur d'autres professionnels de santé pour que cette pertinence soit meilleure, parce que là, on est malheureusement dans un système dégradé, et il se dégrade à tous les niveaux. Merci. Monsieur Carvalero, vous voulez dire quelque chose, compléter? Pas d'autre chose, non. Docteur Coulon, et après, à moins que les collègues aient une autre question. Non, c'est bon. Je voudrais juste réagir par rapport aux IPA et clarifier la position de Médecins pour demain, parce qu'on a été très mis sur la sellette. C'est pas le lieu et on la connaît, je pense. Non, je pense pas. En fait, on est pour les IPA dans le cadre du suivi, c'est ce qu'a expliqué mon collègue, et notamment dans la thérapeutique et le suivi de la thérapeutique des personnes âgées. Ils ont toute leur utilité en aval du médecin. Et on prône ça, et on prône pas le primo-accès des IPA. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, pour ces éléments du quotidien et de l'impact des pénuries sur votre activité professionnelle. Je vous remercie. Au revoir. Merci, au revoir.